Bienvenue à tous, enchanté. Merci d'être aussi nombreux. Je ne sais pas il y a combien de personnes qui nous regardent à distance, mais bienvenue à vous aussi. Je vais me présenter rapidement. Moi, je suis Pierre l'Official. Je travaille chez Avisia depuis 9 ans aujourd'hui. J'étais d'abord à Paris et je travaille à Nantes désormais. Et mon activité principale chez Avisia, c'est de travailler sur des projets data pour des clients, en tant que chef de projet, data scientist, data analyst, en fonction des sujets. Et en ce moment, j'interviens notamment je travaille avec Aramis Auto. Et aujourd'hui, donc, je vais faire cette présentation avec Fabrice Simon, qui en est Head of Data Science. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, on va s'intéresser à la manière qu'a Aramis Auto d'adapter son offre aux besoins clients et comment elle s'appuie sur l'IA et sur la data pour y parvenir. Qu'est-ce qu'on va aborder? Un sommaire un petit peu plus en détail. Petite introduction déjà sur Avisia et sur Aramis Auto, le contexte des deux entreprises. Et ensuite, on va s'intéresser à une activité chez Aramis Auto qui est l'achat de véhicules. Ils ont d'autres activités, mais on va s'intéresser à celle-là particulièrement. Quand un client a envie d'acheter un véhicule, il a deux besoins principaux. Le premier, c'est celui de trouver un véhicule qui corresponde à ses critères. Critères de prix, catégorie, de carburant. Donc ça, c'est vraiment son premier besoin. Quand quelqu'un veut acheter un véhicule, c'est son premier besoin. Et son deuxième besoin, finalement, c'est plutôt une envie, c'est de faire en sorte que cette acquisition soit simple. Il ne veut pas avoir un parcours compliqué pour y arriver. Et du coup, comment on va réussir à construire des produits data en s'appuyant sur ses besoins. Donc on va s'intéresser à deux use cases particuliers. Un premier, c'est pour aider à satisfaire la demande client, un produit qu'on a appelé le Kanban. Ensuite, on va s'intéresser à un aspect méthodologique, une approche produit, comme c'est appliqué chez Aramis Auto, qu'on oppose à une approche projet. Et ensuite, un deuxième use case qui est sur la fluidification de l'expérience de recherche sur le site au travers d'un produit qui s'appelle le ranking des offres. Donc Avisia, qui sommes-nous? On se définit comme le cabinet data-centric. On est une société de 180 consultants. Aujourd'hui, on est présent dans 5 villes en France, donc à Nantes, à Paris, à Lyon, à Bordeaux et à Lille. Et on intervient pour des clients sur des projets sur toute la chaîne de valeur de la donnée. Depuis la phase de cadrage, identifier les besoins des entreprises pour mettre en place des stratégies data adaptées. Une phase de collecte, de structuration, de consolidation de la donnée, donc mettre en place les traitements efficients pour réussir à rendre cette donnée exploitable au sein de différentes plateformes. Et ensuite, c'est comment répondre à des besoins métiers en s'appuyant sur cette data, donc en exposant, en activant l'information. Via des restitutions analytiques, prédictives, avec du machine learning et d'autres choses autour de ça. Les projets d'IA en entreprise s'appuient sur trois piliers qui sont la data, la notion d'interactivité avec un environnement et la notion de produit fini. Et du coup, via ce positionnement sur la data qu'on a, notre expertise data chez Avisia, on est vraiment au cœur des projets d'IA chez les entreprises. Donc on intervient pour tout type d'entreprise, dans tout type de secteur, partout où la data est présente en fait, en France, à l'étranger. Ça fait 5 ans qu'on travaille avec Aramis Auto aujourd'hui, et on intervient dans les 3 équipes du pôle data, donc l'équipe data science, data analyse et data engineering. Et donc Fabrice qui va nous partager un petit peu son retour d'expérience sur l'IA chez Aramis Auto. Bonjour à tous. Donc, pour vous présenter rapidement Aramis, on va parler de quelques chiffres, on va dire, du marché français de l'automobile. Donc Aramis Auto, qui est un acteur dans e-commerce sur le secteur de l'automobile, il y a quelques métriques à savoir sur le marché français. C'est qu'aujourd'hui, il y a 8 ménages sur 10 qui possèdent un véhicule, et il y a 2 tiers des Français qui l'utilisent quotidiennement pour se rendre sur leur lieu de travail. Donc sur ce marché qui est au cœur du quotidien des Français, en termes de transactions, on est sur plus de 1 million de transactions neuves, donc entre professionnels et particuliers par an, entre environ 5,6 millions de véhicules vendus en occasion, et un âge moyen du parc français sur les véhicules d'occasion qui est à 8,9 ans. Et surtout, ce qui nous intéresse, nous, dans notre business, c'est une durée moyenne de détention de 5 ans d'un véhicule. Donc du coup, on voit que c'est un bien qui
qui n'est pas un bien qui est acheté quotidiennement, et donc l'expérience client et l'expérience qu'a un client pour acheter un véhicule est très importante dans notre logique. Pour autant, il y a un constat qui a été fait, des études qui ont montré qu'il y a 36% des acheteurs de véhicules qui sont insatisfaits de leur expérience d'achat. Donc c'est énorme, je vois des yeux qui se froncent, mais oui, c'est énorme. Et en fait, il y a toujours un problème, soit la commande, soit la livraison, soit le paiement qui n'est pas arrivé, un stress de ma banque m'a pas donné j'ai pas mon crédit, donc du coup, je peux pas encore acheter ma voiture. Et donc en fait, ça fait une expérience qui est décevante sur l'ensemble de la chaîne. Et il y a aussi 41% des acheteurs de véhicules qui ont eu des problèmes post-livraison avec leur véhicule et qui se retrouvent du coup en conflit avec l'entreprise qui leur a vendu la voiture. Et donc là, c'est des chiffres qui viennent de l'Académie du service et de la Commission européenne, donc c'est des chiffres globaux du marché. Et donc fort de ce constat, il y a même une étude supplémentaire que là on ne présente pas, mais en fait qui a été faite chez les Américains, chez les jeunes Américains, et où en fait c'est une expérience plus douloureuse pour eux d'acheter une voiture que d'aller chez le dentiste. Et donc ils ont plus peur d'aller acheter une voiture que d'aller chez le dentiste du fait de l'expérience qui est compliquée. Et donc là, dans ce marché, on voit que c'est une difficulté. Notre mission chez Aramis, et sur les produits sur lesquels on travaille encore plus côté data, c'est la mission d'Aramis, c'est de rendre l'achat de voitures toujours plus facile. Notre objectif, et à chaque fois qu'on fera un produit, on va se poser la question et on va se dire, est-ce que ça rend ou pas l'achat d'un véhicule plus facile? Parce que des fois, on peut toujours avoir envie de mettre en place des solutions qui, au final, vont complexifier le parcours d'un point de vue client. On va trouver ça bien parce que du coup en back-office ça va nous simplifier la vie, mais en fait on ne va pas rendre l'achat de voitures toujours plus facile. Et donc ça passe par avoir une plateforme claire, et donc là on voit un screenshot de la homepage qui rend facile à un consommateur l'achat d'un véhicule. Donc là c'est la nouvelle homepage qu'on a sortie il y a quelques mois maintenant. Et donc Aramis Auto, qui est la marque française, évolue au sein d'un groupe, qui est Aramis Group, et dont la marque dominante est la marque française. Et en fait, l'objectif qu'on a aujourd'hui, c'est de passer de la plateforme digitale de référence en France à la solution réflexe de tous ceux qui veulent acheter un véhicule et changer de véhicule en Europe. Donc l'objectif, c'est n'importe quelle personne en Europe va vouloir passer par Aramis Auto ou une de ses filiales en Belgique, en Espagne, au UK, qui portent des marques qui s'appellent ClickCars, Cardoon et j'ai évité de vous dire en fait bon. Et la marque au UK. Et en fait les chiffres compilés, c'est 66 000 véhicules vendus, plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, 1400 collaborateurs, 60 agences en Europe, et 3 centres de reconditionnement. Donc du coup tous les véhicules d'occasion qui sont repris à des particuliers passent dans une usine de reconditionnement et sont reconditionnés pour après être revendus sur nos plateformes. Et lors de ce reconditionnement, ensuite, ça amène à avoir une garantie de 12 mois lorsqu'ils sont vendus sur le site. Et sur tout l'ensemble des plateformes digitales, c'est plus de 6 millions de visiteurs par mois. Donc du coup, ça fait beaucoup de données qu'on peut utiliser et qu'on justement, on essaye d'utiliser au mieux au sein d'Aramis Auto dans tous nos produits. Donc comment ça se compose et comment l'équipe data intervient chez Aramis? On intervient en fait par domaine d'impact. Et donc la première équipe produit tourne autour de CarPricer, et donc qui s'appelle CarPricer, c'est aider l'ensemble des entités de l'entreprise, donc aider tous les acheteurs de véhicules à avoir tous les outils nécessaires pour déterminer au mieux le prix d'un véhicule, pour que ce prix soit intéressant pour le client, que le client ne se sente pas lésé au moment où il va vouloir revendre son véhicule chez Aramis Auto, mais également que ça soit le bon prix de marché pour assurer une rotation et une cohérence dans les stocks d'Aramis. Donc là, on va travailler grâce à des données de marché, grâce à des tendances qu'on va pouvoir récupérer sur du Google Trends, etc., pour pouvoir aider l'acheteur au mieux dans toute cette phase d'analyse du marché et de détermination d'un prix d'un véhicule. La deuxième équipe et la deuxième zone sur laquelle on va intervenir, c'est la partie Car Matcher. Donc là, ça va être tous les produits qui vont aider à servir le besoin du client. Le client a un besoin, il sait quel véhicule souvent il veut acheter en arrivant sur le site d'Aramis, comment on l'aide et comment on personnalise aussi l'affichage du site pour qu'il puisse trouver le produit qui correspond à son besoin. Donc là, ça va passer par toute la partie recommandation de produits, la partie ranking des offres qu'on va voir ensuite, et aussi la partie Kanban qu'on va traiter ensuite.
Et la dernière team, là on l'a appelé Inside Provider, mais en gros, c'est toute la partie, mise en place des produits analytics qui permettent en fait à tous les utilisateurs métiers d'avoir toutes les informations qu'ils ont besoin au quotidien pour pouvoir faire de l'e-merchandising, pour pouvoir faire de la revue d'offres, pour pouvoir faire du suivi des KPI business sur la dernière semaine, sur le dernier mois, et en fait d'avoir une logique produit sur cet aspect-là qui va permettre aux utilisateurs métiers de ne pas devoir aller dans beaucoup d'endroits pour aller récupérer l'information, mais d'avoir en fait un outil où ils ont tout qui est centralisé dans leur activité. On va aborder du coup le premier use case à partir avec ce premier produit. Donc, on a créé un produit, conçu un produit qui s'appelle le Kanban pour aider à satisfaire une demande client. Donc, pour expliquer un petit peu cette approche, je vais vous présenter un petit peu le principe chez Aramis Auto et un petit peu de mise en situation, de mise en contexte. Dans le retail, et là on est focus sur le secteur de l'automobile, mais dans le retail en général, comment ça se passe quand je veux mettre mes produits en rayon, quand moi je suis vendeur de produits, je veux les mettre sur étagère. Comment ça se passe en général? Dans une approche classique, on part des fournisseurs qui vont proposer un catalogue de produits, une liste de produits à des acheteurs qui vont les acheter et du coup les mettre en rayon, les poser sur étagère. Cette étagère-là, les clients, ils viennent quand ils ont un besoin et ils vont se servir parmi les produits qui sont proposés. Une approche comme celle-là, du coup, en général, les métiers, les professionnels connaissent bien leur métier, connaissent bien la demande des clients et du coup, on a des étagères qui sont assez pertinentes, qui sont assez pertinentes. On a des problématiques qui sont liées à ça, parce qu'on peut avoir fait des études de marché, on peut avoir fait des paris sur des demandes futures des clients. Pour autant, parfois, on se trompe un petit peu, et on va avoir des problématiques assez classiques liées à cette approche-là, de surstock. Parfois, si jamais on a fait un pari sur un produit particulier, si jamais la demande client, finalement, elle est un petit peu moindre par rapport à ce qu'on avait prévu, on va se retrouver avec quelques stocks sur les bras. Une problématique qui est liée à ça, du coup c'est une problématique de coût de stockage. Tout de suite ça a des coûts parce que les entrepôts, ça coûte de l'argent de stocker des produits dedans. Et si jamais du coup il y a vraiment une partie, disons qu'on a par exemple 20% d'un entrepôt de produits qu'on n'arrive pas à écouler parce que la demande client n'existe plus, on va avoir une problématique de perte d'opportunité parce qu'on ne va pas réussir à sourcer les produits sur lesquels on est en rupture de stock ou sur lesquels il y a une vraie demande aujourd'hui. Voilà, donc c'est pas tout le temps, mais c'est des choses qui arrivent dans ce type de situation. On a un use case data assez classique sur cette approche-là, c'est de faire de la prévision des ventes futures en s'appuyant sur les données d'historique de transactions, sur des données de marché, donc qui marche bien dans un marché assez stable, mais qui est relativement tributaire de chocs exogènes, de gros mouvements de marché. Voilà, mais bon, quand c'est bien fait, effectivement, ça marche plutôt bien. On va opposer à ça du coup une approche, l'approche qui est utilisée, en tout cas la théorie qui est souhaitée chez Aramis Auto, qui est une théorie pull flow, où on part vraiment de la demande du client. Le client, il a un besoin de véhicule, il l'a en tête, il sait exactement ce qu'il veut. En partant de cette demande, du coup, il va aller voir en rayon, sur étagère, est-ce qu'il le trouve. Et du coup, il interagit avec ce rayon-là. Dans la théorie, le rayon envoie un signal aux acheteurs pour dire il y a une demande qui a été exprimée. Et les acheteurs, en fait, ils vont aller solliciter les fournisseurs pour trouver exactement ce véhicule-là, le produit qui est nécessaire. Une fois qu'ils l'ont trouvé, ils le remettent en rayon et finalement, on arrive à fournir le véhicule expressément demandé par le client. Là, du coup, on a des effets qui sont plutôt vertueux sur une approche comme ça. On est sur un sourcing au juste besoin, donc on n'a pas forcément de problématique de stock, parce qu'on allait vraiment chercher le véhicule exactement qui avait été demandé, donc on ne va pas avoir de produits sur les bras a priori. Et on va être ultra réactif par rapport aux opportunités de marché. Comme on n'a pas de problématique de saturation des stocks, on va pouvoir se positionner sur des opportunités d'achat qui sont intéressantes et qu'on va pouvoir finalement stocker. On est aussi plus réactif par rapport à des événements inattendus, style le Covid, le confinement. Comme les stocks étaient très bien gérés chez Aramis Auto à ce moment-là, on a pu ne pas brader finalement les véhicules en sortie de confinement et l'activité a pu reprendre immédiatement après le confinement parce qu'il n'y avait pas ces problématiques qui ont pu exister chez des concurrents.
On a aussi un marché, là pour le coup, un autre exemple, c'est la prime à la conversion, dont les réglementations changent assez régulièrement, enfin de temps en temps, et qui peuvent avoir un impact immédiat sur la demande client. Et là, de la même manière, on peut s'adapter de manière très pragmatique et très réactive à ces évolutions-là. Donc là, on s'est dit, tiens, il y a une opportunité en fait ici, parce que ça nécessite donc notamment une chose, c'est qu'il y ait des interactions qui soient très bien gérées entre les différentes parties. Et c'est là où en fait, on a vu effectivement cette opportunité côté data pour améliorer ce process-là et essayer d'aller dans ce sens-là. C'est le signal entre le rayon et les acheteurs. C'est là qu'on a fait intervenir le produit Kanban qu'on a créé. Vous avez sûrement déjà entendu ce terme ailleurs, c'est probable, puisque c'est un outil qui est utilisé dans l'agilité. C'est utilisé ici dans le Lean, là, le modèle qu'on a chez Aramisoto, c'est le Lean. L'objectif, c'est de fournir une information ponctuelle, juste très simple, d'une tâche à effectuer. Et du coup, là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une demande qui est exprimée côté rayon, et le Kanban, c'est l'acheteur, il doit aller sourcer ce véhicule-là. Sa tâche, c'est d'aller réussir à trouver ce véhicule-là. À quoi ça ressemble chez Aramisoto? C'est exactement ce produit-là qu'on a conçu. Donc ça, c'est un board qui est un écran qui est très pragmatique chez Aramisoto. Donc en fait, on va avoir une carte qui est créée à chaque fois qu'une demande client a été identifiée. Une carte qui comprend du coup des informations sur le véhicule nécessaire, avec un code couleur sur les carburants, donc est-ce que c'est un véhicule électrique, est-ce que c'est de l'essence, est-ce que c'est du diesel, la motorisation, le stock actuel qu'il y a dans les entrepôts Aramisoto, et le stock qui est prévu en arrivage. Donc voilà, quelque chose de très pragmatique qui s'inscrit immédiatement dans le quotidien en fait, des acheteurs. Ça, c'est des écrans qui sont présents vraiment dans la salle des acheteurs. Dès qu'une carte arrive sur le board, il y a un son et en fait les acheteurs ils s'animent vraiment autour de ce truc-là et on a conçu ce truc-là avec eux. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a en fait comme input pour capter une demande client? On a premièrement les nouvelles réservations de véhicules. Dès qu'un véhicule est réservé en agence physique ou sur le site, c'est une information qui nous arrive en temps réel et en fait c'est exactement ça qui génère la création d'une carte. C'est dès qu'un véhicule est réservé, on a une carte qui est créée. Et une fois que la carte, l'offre a pu être sourcée par l'acheteur, et la carte disparaît. Comme ça, on a exactement les tâches à faire côté acheteur. Les autres inputs pour capter la demande, qu'est-ce qu'on a? On a les demandes non satisfaites. Donc ça, c'est la fonctionnalité de recherche sur le site web Aramisoto. On peut chercher avec des filtres. On peut taper des mots-clés pour trouver le véhicule de nos rêves. Et du coup, en fait, on a, je crois que c'est à peu près 15 millions de recherches par mois sur le site web. On a un peu moins de 5% de recherches qui sont infructueuses. Ça, en fait, c'est une information hyper intéressante pour les acheteurs de voir, tiens, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de fournir aux clients aujourd'hui pour aller peut-être se sourcer sur ces véhicules-là. Et ça, c'est pareil, c'est du temps réel, vu que c'est via du tracking qu'on peut le faire. Qu'est-ce qu'on a comme autre input qui, là, ne rentre pas dans ce cadre-là, puisque ce n'est pas du temps réel? On a tout ce qui vient des remontées terrain des agences physiques, et on a aussi les données de marché. Les volumes de vente en France, savoir, tiens, est-ce qu'il y a beaucoup de véhicules, est-ce qu'il y a des véhicules d'un modèle qui se vendent alors que nous, on n'est pas en train de les vendre, là. Et la concurrence, du coup, avec leur variation d'offres. Si on se rend compte sur le site d'un concurrent qu'il y a des variations de prix ou qu'on a des variations de stock qui changent, on peut avoir des informations sur le marché, sur la demande et sur l'offre. Voilà, donc un produit comme ça, donc aujourd'hui je disais, il est vraiment rentré dans le quotidien des acheteurs. Il faut qu'il soit opérationnel. On a un vrai besoin qui... aujourd'hui, comme c'est rentré dans le quotidien, c'est vraiment hyper important. C'est devenu un produit qui est vraiment hyper important dans le quotidien des acheteurs. Et donc, comme c'est nous qui sommes owner, responsables, on n'est pas passé par l'IT, c'est vraiment l'équipe data qui est owner de ce produit, ça nous donne un certain pouvoir. Et comme on sait tous qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, c'est important d'avoir une architecture technique solide pour pouvoir répondre à ces besoins. Et donc, du coup, je ne pouvais pas m'empêcher de vous montrer un peu l'architecture technique et un peu comment on fonctionne chez Arami sur cet aspect-là. Donc, comment on fonctionne pour un produit comme les Kanban sur cette partie? C'est en fait, ça va fonctionner en deux parties, qui va être entièrement gérée soit par des data scientists, des data engineers ou des data architectes de l'équipe. Il va y avoir une partie alimentation en batch, ce qu'on va appeler en batch, mais en fait on est proche du temps réel parce qu'on est des batchs qui tournent toutes les 5 minutes. Donc du coup en fait c'est quasiment de l'alimentation en temps réel. Et comment ça se passe en fait? C'est comme le disait Pierre, c'est les ventes, on les récupère en temps réel depuis le CRM, donc on est capable en temps réel de savoir toutes les ventes qui ont lieu sur notre site internet.
Et ces données sont stockées dans une base ici Elasticsearch, donc qui est une base qui permet de faire justement ce type de chargement facilement en temps réel. Et par-deçà de ça, on récupère en toutes les heures, on va dire, en synchronisation quasiment temps réel, du coup, une photo du site et une photo de toutes les offres qui sont disponibles sur notre site internet, ce qui nous permet en fait d'avoir un moteur de calcul qu'on fait tourner sur notre chaîne de production qui est en Docker et en Python, qui nous permet en fait de mettre à jour les cartes et de dire bah, en fait ce véhicule-là, il faut que j'enlève la carte parce qu'en fait l'acheteur a fait le geste et a traité sa pièce qu'il devait traiter dans son Kanban, qui était de réafficher un véhicule qui correspond au type de véhicule, donc il l'a fait. Donc du coup, on lui dit que bah, son geste a été fait et bien pris en compte, donc il n'a plus besoin de traiter ce véhicule-là, et il peut s'intéresser à un autre véhicule. Et de l'autre côté, donc là c'est la partie back-office qui permet de faire tous les calculs. Tous ces calculs sont stockés dans une base qui va servir de base tampon, qui va être une base Elasticsearch for Redis, donc qui permet de faire du requêtage en temps réel et du requêtage efficace. Et en fait, ça va être disposé aux acheteurs avec le front, et donc l'interface qu'on a vue précédemment, qui est entièrement développée, elle, avec le framework Dash de Python, et donc là, développé par les data scientists de l'équipe. Donc là, on voit, comme le disait Pierre, qu'en fait, le produit est géré du début à la fin par des compétences data, qui vont être du front, du back, de l'ordonnancement, de la gestion des bases en temps réel. Et en fait, une fois que le produit tourne en production, et là, tourne quotidiennement, il est géré par l'équipe. Donc si jamais le produit tombe, dans notre logique data chez Aramis, ça va être le data scientist, le data engineer qui sont honneurs du produit, qui vont devoir comprendre le problème et aller solutionner le problème. On ne déporte pas le problème à une autre équipe, et en fait de faire ce mode de management, ça nous permet d'être très réactifs. Ce qui s'est passé, c'est par exemple les couleurs. Au début, on avait mis des couleurs, un data scientist avait mis des couleurs. Sauf qu'en fait, bah, les acheteurs, ils ont fait bah non, en fait, pour nous, le plus logique, c'est d'avoir les couleurs qu'il y a à la pompe pour le carburant. Donc c'est pour ça que le diesel, on le retrouve en jaune. Les essences, on les retrouve en vert, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus logique. Ce changement-là, bah, il a été fait en 5 minutes, une fois qu'on a eu l'information et qu'on a pu faire l'échange avec eux sur le terrain, puisqu'en fait, on avait toute la main sur notre chaîne de production et sur le produit final. Donc, et donc après, du coup, les acheteurs se connectent directement via le navigateur Chrome à une URL sécurisée en interne et avec leur compte, et du coup, ils peuvent accéder au Kanban. Donc, on a beaucoup parlé de produits, et en fait, on voulait faire un petit focus sur les bénéfices de l'approche produit par rapport à une approche projet, et pourquoi on fonctionne en produit chez Aramis et pas en projet. Donc, si on revient aux bases, à la définition de base, le projet, c'est plutôt un ensemble d'activités et d'actions qui sont réalisées afin de construire un produit sur un périmètre défini dans un délai et un budget donné. C'est-à-dire que quand on fait un projet, on essaie de se poser la question, on fait toutes les spécifications pour arriver sur l'objet fini, et ensuite, on va se poser la question de comment on fait, de quel budget est nécessaire et dans quel délai on peut faire le projet pour le terminer avec toutes les spécifications techniques et fonctionnelles qu'on aura définies au départ. Dans la logique du produit, on va plutôt travailler donc avec cette définition-là qui va plutôt être, en fait, on va répondre à un usage client. Donc là, l'usage client, nous, c'est satisfaire la demande de nos clients sur notre site internet. Et pour satisfaire la demande de nos clients sur le site internet, une des étapes, c'est de passer par les Kanban. Et donc, en fait, en faisant ça, on va faire vivre et on va essayer de traiter petit à petit notre problème. Et en fait, on ne sait jamais quand le produit va s'arrêter. Parce qu'en fait, le produit va sans cesse évoluer sans avoir un périmètre défini qui va être défini au départ et qui ne va pas être borné par un délai et un budget. Si on le résume, c'est un projet se manage à travers un périmètre fixe quand un produit se manage à travers un but et des objectifs. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette approche. Tac. Et si on oppose un petit peu sur des notions, c'est que dans un projet, on va souvent se poser la question toutes les semaines de comment je fais pour respecter les délais par rapport aux délais que je me suis posé au début du projet, parce que j'ai dit qu'en 90 jours, je devais livrer mon produit fini. Alors que nous, on ne va pas du tout se poser cette question-là. Les délais vont plutôt arriver sur comment on peut faire un petit changement qui va nous permettre d'apprendre le plus vite possible des choses de la part de mes acheteurs, parce qu'en fait, je leur ai proposé. Au début, on l'avait proposé sous forme de Google Sheet. En fait, ils avaient un Google Sheet, où en fait, parce que ça, on a dit en une semaine, on est capable de vous fournir un Google Sheet où il y aura vos Kanban. Peut-être ça ne sera pas pratique, mais par contre, on aura déjà une source d'apprentissage parce qu'on va comprendre comment vous l'utilisez. Et en comprenant comment vous allez l'utiliser, on va pouvoir se dire après, et on s'est dit après, ah ben en fait, il faut qu'on vous l'affiche sur des cartes, et ces informations-là sont importantes. Alors que si on avait fait en mode projet, on aurait fait toute la spécification au début, et peut-être qu'on n'en serait pas du tout tombé sur le bon aspect visuel pour qu'il soit utilisé facilement pour les acheteurs. Alors que là, en fait, en itérant petit à petit, on est arrivé sur le
le bon usage et il est utilisé. Et donc respecter le budget dans le projet, on va plutôt l'opposer à résoudre de vrais problèmes, et respecter le périmètre, on va plutôt l'opposer à découvrir les meilleurs usages, parce que du coup en fait on va découvrir et on va pouvoir se poser la question de quels sont les bons filtres à appliquer sur ma visualisation. Par exemple, on a un filtre qui permet d'avoir par marque d'acheteurs, parce que les acheteurs sont plutôt spécialisés par des marques. Bah ça, en fait, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément au début et on n'aurait pas pu le penser dès le début. Et en fait, c'est en découvrant les meilleurs usages de comment eux faisaient et comment dans la pratique ils utilisaient la solution qu'on avait mis en place, qu'on a pu se dire, bah, en fait, on va l'adapter et on va faire vivre le produit pour vous permettre d'avoir le meilleur rendu. Si on regarde le processus de développement, un projet, on va plutôt le considérer, on va plutôt le dessiner sur cette façon-là, avec une grande phase de discovery sur laquelle on va construire toutes les spécifications et toutes les informations qu'on veut délivrer. On va rentrer ensuite dans un cycle de développement qui va durer en fonction de la spécification qui a été faite. Ce cycle de développement, il va rester en cercle interne où on va faire des développements, on va faire des tests, on va faire toute la partie développement, mais en fait, du coup, et à la fin du projet, on va délivrer le rendu final à l'utilisateur. Et donc, en fait, quand on va lui délivrer quand on va délivrer à l'utilisateur à la fin du projet le produit, il correspondra aux spécifications techniques et fonctionnelles qui avaient été définies au début. Mais peut-être qu'en fait, quand la personne à qui est destiné le produit va commencer à l'utiliser, on va se rendre compte qu'en fait, il y a des choses qu'on n'avait pas vues au moment du discovery initial du projet, puisqu'en fait, on était parti sur une théorie de l'utilisation qui serait faite d'un outil et qui ne correspond pas forcément peut-être parfaitement aux besoins de l'utilisateur final et aux besoins du client. Et donc c'est pour ça que nous, on préfère travailler en mode produit, donc là en 8. Donc ça, c'est comment ça fonctionne. En fait, on va faire du discovery. Si on prend l'exemple des Kanban, toujours, on fait du discovery avec comment les acheteurs font pour sourcer les véhicules que les clients ont besoin. Donc là, on s'est aperçu qu'ils utilisaient 4 Power BI différents parce qu'en fait ils croisaient les données eux-mêmes et donc là on a dit en fait il y a une première opportunité d'amélioration qu'on va développer qui va être de vous donner toutes les informations par exemple sur un fichier Excel quotidiennement. Donc pour eux c'est déjà un premier improvement et en fait on va délivrer cette fonctionnalité. Donc là en une semaine on a été capable de la délivrer et à partir de là on va redécouvrir quel est le nouveau problème qu'ont les acheteurs. Maintenant, le nouveau problème qu'ils avaient, c'est en fait, c'est génial le fichier Excel, mais en fait, on voit rien, c'est compliqué, on a du mal à reconnaître nos véhicules. Et donc là, deuxième opportunité d'amélioration, on est parti sur, en fait, il faut que vous les visualisiez sous forme de cartes, parce que les Kanban, historiquement, à l'usine, c'est des cartes, c'est des pièces que tu te donnes de personne en personne. Et donc, du coup, en fait, on va le visualiser sous forme de cartes, et là, on avait commencé à faire un Trello, par exemple. On avait commencé à faire des cartes Trello qu'on générait automatiquement. Et donc là, on a appris. Et les acheteurs nous ont dit, en fait, les cartes Trello, c'est dur parce qu'il faut que nous-mêmes, on les enlève, on les archive, on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est assez compliqué. Et donc, c'est là où, après, opportunité d'amélioration suivante, on a dit, en fait, on va créer notre propre interface. Parce que du coup, on commençait à avoir des compétences sur cette partie-là et on s'est dit, on va le développer nous-mêmes. Et comme ça, on pourra faire quelque chose qui est beaucoup plus flexible, avec des couleurs, qui est beaucoup plus facile à gérer. Et donc là, avec ce cycle-là, on est reparti sur un autre cycle. Et notre produit vit et répond vraiment aux besoins du client final. Donc évidemment, dans un produit, ce qui est important, c'est l'équipe. Il faut du teamwork. Ça demande à ce que les data engineers travaillent très bien avec les métiers, avec les data scientists, avec les data architectes, avec les clients, et qu'on découvre en fait tous les aspects qu'on a besoin sur notre chaîne de valeur du produit. Et là, sans une grosse équipe, on peut pas y arriver. Et comment on traite nos problèmes en lean management, il y a un outil qui s'appelle le Kaizen. Et là, c'est une méthode. Et en fait, c'est comment on part du discovery pour arriver jusqu'au déploiement. Donc en fait, tout se matérialise chez Aramis Auto par des boards physiques qui sont présents sur l'ensemble des murs au siège. Ça fait un peu peur aux nouveaux quand ils arrivent dans les locaux, parce qu'en fait, on a des Kaizen partout. Un Kaizen, qu'est-ce que c'est ? C'est porté par une opportunité d'amélioration. C'est quelle est l'opportunité d'amélioration que je vais fournir à mon client, donc le client final toujours, parce que c'est le client du site internet qui nous intéresse toujours. Quelle est l'opportunité d'amélioration et qu'est-ce que je vais lui apporter par rapport au problème que j'ai aujourd'hui. Donc là, on est sur un exemple de Kaizen de ranking et on avait une opportunité d'amélioration qui avait été écrite. Cette opportunité d'amélioration, pour la faire, et là où en fait, en mode produit, on travaille aussi un peu différemment qu'en projet, c'est qu'on ne va pas faire table rase du passé.
cette opportunité d'amélioration en mode produit, on a toute une étape de la méthode Kaizen qui est quelle est la méthode actuelle. Donc cartographier, ce qui peut être parfois un peu long, c'est pour ça qu'on ne sait pas toujours le délai que ça peut prendre, mais cartographier de manière technique et fonctionnelle tous les fonctionnements de tous les systèmes qui vont être impactés par notre amélioration. Donc si on travaille sur un outil du site internet, c'est cartographier de A à Z tous les systèmes qui vont être impactés et qui sont utilisés par le produit qu'on veut modifier. En faisant cette étape, ça nous évite d'avoir tous les problèmes qu'on peut avoir des fois en déployant des nouveaux projets où il y a des problèmes d'incompatibilité avec la production, des choses on ne voit pas certains problèmes qui sont en cours de route. Et en fait, du coup, en faisant la méthode actuelle, ça nous permet vraiment de savoir comment le système fonctionne et de comprendre le système. Et en comprenant le système, c'est beaucoup plus facile de le faire évoluer. Donc, surtout, c'est beaucoup plus facile de l'impacter sans dégrader la qualité d'un autre service à côté. Et la troisième étape où on travaille beaucoup, c'est l'état de l'art. L'état de l'art au niveau technique, mais aussi au niveau client. C'est quand on travaille sur certains produits, on se pose la question quand même de qu'est-ce que font les meilleurs dans le domaine. Parce que ça ne sert à rien d'aller réinventer des nouveaux systèmes quand on sait déjà retrouver comment les meilleurs fonctionnaient. Donc là, sur du ranking, ça va être de l'analyse méthodologique de comment les meilleurs acteurs e-commerce font. Et en comprenant comment eux fonctionnent, peut-être qu'on peut s'aider et s'inspirer. Et enfin, l'étape indispensable dans la méthode Kaizen, c'est la partie développement, test, mise en production et évaluation. C'est chaque Kaizen, donc chaque opportunité d'amélioration, ne sera pas mise en place si on n'est pas capable de la mesurer, de la tester et de l'évaluer. La question qui se posera du coup après, c'est plutôt que de faire et d'empiler des améliorations les unes sur les autres sans jamais se poser la question est-ce que ça a fait un vrai gain pour l'entreprise, en fait, on va se dire dès le début qu'est-ce que je cherche à améliorer, comment j'évaluerai si ça fonctionne ou pas. Et si ça ne fonctionne pas, ok, il n'y a pas de tabou. On dit tout ce qu'on a fait, cette amélioration-là, on l'enlève, on ne la met pas en production et on ne va pas polluer l'acheteur avec un outil supplémentaire, alors qu'en fait, il n'est pas utilisé. C'est un outil supplémentaire pour l'acheteur. Sur le cas des Kanban, c'est un outil supplémentaire pour l'acheteur. C'est de l'amélioration, c'est de la maintenance technique à faire pour les équipes data. Si jamais le produit plante, on va vouloir essayer de le remettre en état, alors qu'en fait, ça se trouve, il n'est pas utilisé. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on va évaluer systématiquement notre utilisation et notre produit, et on va l'évaluer dans le temps, ce qui va nous permettre facilement de se poser la question s'il répond bien aux besoins. Alors, sur ce deuxième use case qu'on voulait partager, c'était la partie fluidifier l'expérience client au travers du ranking des offres. Donc, le ranking des offres, en fait, je ne sais jamais si c'est un terme qu'on utilise que chez Aramis, parce qu'en fait, nous, on en parle tout le temps, mais en fait, c'est vraiment l'ordre des offres sur la page recherche d'un site internet. Et donc là, typiquement, sur la page de recherche des véhicules d'un site internet, il y a un constat qui est important, c'est que le visiteur peut vite être noyé dans l'offre. Il y a plus de 2000 offres de véhicules sur le site d'Aramis. Un visiteur qui vient sur le site, il ne va pas aller voir les 2000 offres pour retrouver le véhicule qui est le plus pertinent. Donc, qu'est-ce qui se passe en termes de visualisation et de vue utilisateur? C'est un client, en fait, à gauche, c'est le pourcentage de visibilité. On s'aperçoit que dans 99% des cas, il va voir les 4 premières vignettes. Et dans seulement 60% des cas environ, il va voir les 4 suivantes. Donc on s'aperçoit qu'en fait, les 4 premières vignettes sont très importantes pour qu'il ait une idée de la qualité de l'offre qui est sur le site internet. Si on propose 4 véhicules inadaptés sur les 4 premières vignettes, on est quasiment sûr que le client va repartir du site internet sans vouloir visualiser l'offre. Alors que si on lui propose 4 produits pertinents, en fait, il va avoir beaucoup plus tendance à rester. Et en taux de clic, on s'aperçoit que la majorité des clics sont concentrés évidemment sur les filtres de recherche pour affiner la recherche du client, mais surtout sur les 4 premières vignettes également. Donc là, c'est quelque chose qui nous a fait dire qu'en fait, il faut un algorithme de ranking, parce que si on fait un tri par ordre croissant, par exemple, il va y avoir que les nanars qu'on a sur notre site, alors que si on lui propose 4 voitures similaires, il va se dire en fait, ils vendent que des Peugeot 5008, alors qu'en fait, non, on vend toute typologie de voitures. Et là, on voit, par exemple, sur cette page de ranking, on présente des voitures électriques, des voitures citadines et des plus grosses voitures, ce qui permet d'avoir une visualisation plus complète de l'offre qu'on peut avoir sur notre site. Donc, dans la méthode Lean, ça se concrétise par un data canvas qu'on va produire systématiquement et qu'on va faire produire par le data scientist au début de création du produit. Le data canvas, en fait, ça va permettre de se poser la question en partant d'un problème client.
toujours partir des clients. Et donc, du coup, c'est à partir du problème client. Là, c'est le problème qu'on avait, c'était sur le site, le client est noyé dans l'offre et on ne l'aide pas à choisir. Parce qu'on est parti du constat qu'en fait, on ne l'aidait pas du tout, parce qu'en fait, on affiche les véhicules d'une façon, mais s'il est perdu, il est perdu. Et donc, la question qu'on va se poser, c'est quelle source on a à disposition, quel KPI on va utiliser pour mesurer si ça fonctionne ou pas, la proposition de valeur. Donc là, c'était de présenter les premières offres les plus pertinentes pour chaque visiteur. Où est-ce qu'on intègre les résultats, comment on va s'intégrer dans le système existant, à quelle fréquence, avec quel environnement technique, quels sont les utilisateurs finaux et quels sont les potentiels élargissements, typiquement sur un ranking des offres sur le site internet, qui permet d'avoir une visualisation dans l'ordre optimal des offres sur le site. En potentiel élargissement, on avait identifié les commerciaux. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que les commerciaux, on ne les aidait pas forcément non plus quand ils avaient des clients au téléphone à retrouver les meilleurs véhicules à proposer aux clients rapidement au téléphone, parce qu'en fait, on ne leur proposait pas cet outil qui est un outil que pour le site internet. Et donc, comment on a fonctionné toujours en méthode produit, c'est on aurait pu se dire on va franchir la marche pour arriver jusqu'à 2020 et jusqu'au produit final en une fois, en se disant on cherche sur le marché quel est l'état de l'art, on essaie d'implémenter la meilleure méthode de ranking qui existe, qui est utilisée sûrement par du Amazon ou par des gros acteurs e-commerce, mais potentiellement ils utilisent beaucoup de données, ils ont besoin de beaucoup de puissance de calcul, ils ont besoin d'avoir une grosse expérience sur le sujet. Et nous, en fait, dans notre logique, on se dit si on part là-dessus, on se revoit dans 2 ans. Mais dans 2 ans, peut-être que le client aura du ranking sur le site et peut-être qu'on lui proposera les meilleures offres les plus adaptées au début. Donc comment on fonctionne? C'est dans la méthode produit, on est d'abord parti sur un premier algo de ranking où on est passé par un partenaire externe. On s'est dit qu'en 2017, en fait, on avait un partenaire qui proposait une solution clé en main pour faire du ranking d'offres. Ça permettait en 1 mois d'avoir une solution de ranking sur notre site, qui était toujours mieux que le prix par trait croissant ou par un trait interne. Et donc là, on a accéléré le développement rapidement en 2017 en passant par un partenaire externe. Ça nous a permis d'avoir des premiers résultats. Mais après, en arrivant à la fin de cette étape-là, on s'est rendu compte qu'en fait, le partenaire externe, c'est bien, mais par contre, il n'est pas forcément spécialisé dans l'automobile. Donc du coup, il n'utilise pas forcément toutes les informations qu'on a à disposition sur des caractéristiques de véhicules, sur des options ou sur de la similarité de véhicules pour faire son ranking. Donc on est arrivé à un point où on s'est dit, je pense que en construisant un algorithme maison, on peut arriver à des performances similaires, voire meilleures, et on pourra facilement faire des ajustements, là où avec un partenaire externe, on est dépendant du service qu'il nous propose. Donc en 2019, on a voulu reprendre la maîtrise de cette expérience de visite sur le site, et on a fait un algorithme par popularité. Par popularité, c'était tout simplement... ça prend quand même beaucoup de variables en compte, mais en fait, c'est un algorithme qui prend aussi beaucoup en compte les fiches que les visiteurs ont vues. En se disant d'une façon logique, si les visiteurs sont beaucoup passés sur ces fiches produits-là, potentiellement c'est des fiches produits qui plaisent. Donc en fait, si on les met en top du site, c'est que ça doit plaire à la majorité des visiteurs. Et derrière, une fois qu'elles sont vendues, naturellement, elles vont disparaître du site. Donc en fait, il y aura les nouvelles offres les plus populaires qui vont remonter petit à petit. Donc on était parti sur une approche comme ça, ce qui nous permettait d'avoir des performances quand on regarde les KPI qu'on avait fixés dans notre data canvas, qui étaient aussi bonnes que notre partenaire externe, sauf que là, on savait comment c'était fait. Et donc, on savait expliquer à tous les ensembles des métiers de l'entreprise comment ça fonctionnait. Et en 2020, là, on s'est dit quand même, on est capable, on va aller sur une opportunité d'amélioration meilleure. Et donc là, c'était l'objectif, c'est de personnaliser l'expérience de recherche. Donc là, c'était de faire un ranking par modèle non personnalisé. Donc, c'est-à-dire que c'est un ranking que je vais détailler juste après, qui est basé sur un algorithme des K-means et en fait qui permet de faire des clusters de véhicules similaires et en fonction des recherches que fait le client, on lui affiche les véhicules de même cluster et de même caractéristiques. Donc là, rapidement, j'avais fait un petit rappel sur la méthode des K-means, mais en gros, on a nos véhicules qui sont sur notre site internet, qui sont représentés dans une dimension. Donc là, on est sur 2 dimensions pour que ce soit plus simple, mais on sélectionne des centres. On sait qu'on veut 3 clusters à la fin. On calcule pour chaque offre la distance avec le centre du cluster, ce qui va nous permettre d'avoir pour chaque offre une affectation par cluster. Et ensuite, en itérant, on aboutit à une classification en 3 clusters avec les véhicules les plus proches sur un certain ensemble de caractéristiques ensemble. Et en fait, on part du principe. Et donc après, on a des règles
qui se définissent. Et en fait, il y a plusieurs stratégies qui peuvent être de se dire, en fait, quand un client fait une recherche, on va lui proposer des véhicules du même cluster que ceux qu'il est en train de chercher, s'il a mis des filtres de recherche. Ou on va se dire, on va mettre des véhicules qui sont des clusters opposés en se disant peut-être qu'on va lui faire de la disparité d'offres. Mais en fait, du coup, ça nous permet de faire cette approche-là et de lui faire du coup de faire un ranking du coup qui est optimisé mais qui n'est pas personnalisé parce qu'on ne prend pas en compte la navigation du client. On va prendre uniquement ses recherches mais on ne va pas prendre en compte tout son état de navigation et toute sa chaîne de navigation qu'il a pu faire sur le site internet. Ça, du coup, ça amène à des complexités plus importantes et c'est peut-être une opportunité d'amélioration qu'on va vouloir traiter en 2021 ou 2022 en se disant est-ce qu'il y a un vrai gain à aller chercher cette personnalisation pour chaque client alors qu'on a déjà peut-être des performances qui sont suffisantes avec cette méthode-là. Et du coup, j'avais envie de mettre l'architecture technique. Du coup, sur une méthode de ranking comme celle-là, ça amène déjà une architecture technique qui utilise beaucoup de services, beaucoup de composants. Et en fait, entièrement géré toujours par des data scientists, des data engineers et des architectes. Donc, comment ça se passe? C'est un peu de la même façon, c'est en 2 phases. Il y a une phase qui est en carré jaune, qui va être toute la phase de consolidation de la donnée et de traitement de la donnée en mode batch. Donc, toujours pareil, on a des batchs, mais on est en batch proche du temps réel avec la vitesse de rafraîchissement de nos données. Et en gros, on a des données de Redshift qui sont notre base de données analytics. On va avoir tout le tracking des visiteurs du site, toutes les informations sur les offres du site, et on va les traiter via du Python qui tourne sur notre machine de production en Docker, qui est recalculé qui lance un recalcul toutes les heures, et on va les recalculer et les stocker dans une base Redis, qui est une base NoSQL, qui permet de faire l'interface et d'avoir des puissances de lecture de données très, très rapides. Donc cette base de données, en fait, elle est ensuite exposé avec ce qu'on appelle le service lambda d'AWS. C'est un service qui permet de faire des fonctions très simples, mais qui sont serverless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de serveur physique derrière à maintenir. Donc en fait, nous, on fait juste une fonction, donc on se code juste une petite fonction en Python. Derrière, on n'a pas de maintenance du service, et il peut y avoir 10 000 appels à cette fonction en parallèle, et en fait, c'est Amazon qui va gérer le scaling du service et qui va automatiquement répondre à toutes les demandes. Vu que derrière, on a une base de données Redis qui accepte cette charge de travail et cette charge de lecture qui peut être énorme, en fait, ce pic de charge va être absorbé par la base de données Redis et également par la fonction lambda. Et en fait, on fait une synchronisation du coup avec les services IT. Et donc là, pour faire ça, on a un contrat d'interface avec le service IT. Et le service IT met à jour en fait l'index qui est utilisé sur le site internet d'Aramis Auto pour actualiser le ranking. Et donc du coup, le ranking s'actualise quasiment à chaque nouvelle annonce qui est postée sur le site, etc. Il y a des règles qui font que ça s'actualise. Et donc du coup, au fur et à mesure de la journée, l'expérience utilisateur vue par le client sur le site d'Aramis Auto est optimale parce qu'en fait, on va toujours mettre à jour, nous, l'ordre de ranking et on va toujours l'optimiser par rapport aux véhicules qu'on a en stock. Donc par rapport aux véhicules qui sont réservés, par rapport aux véhicules qui sont disponibles, etc. Vous verrez rarement sur le site d'Aramis, par exemple, des véhicules réservés en tête de liste, parce qu'en fait, l'algorithme de ranking va forcément les repousser en bas des pages, parce qu'en fait, un véhicule qui est déjà réservé n'est pas achetable par un deuxième client, donc en fait, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, du coup, grâce à cette pipeline de traitement, on peut gérer toute cette partie-là. Et donc là, pour vous dire que ça fait intervenir différentes équipes, c'est que toute la partie lambda, API Gateway, base Redis, etc. est gérée par un data scientist. Et notamment aussi la partie... et ensuite, toute la partie data ingestion est gérée par la partie data engineer. Mais le data scientist, du coup, a en charge la partie cruciale du calcul qui va exposer les données au service IT. Et comme tout bon produit, comme on le disait tout à l'heure, il faut du monitoring, il faut de l'évaluation. Parce qu'un produit comme le ranking, il faut qu'il soit disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, parce qu'on ne peut pas se permettre de se dire que le produit ne fonctionne plus durant le week-end, par exemple. Donc c'est pour ça qu'on a des monitorings en temps réel. Grâce à des dashboards de ce type-là en temps réel, on va voir qui sont affichés sur des télés, parce que du coup on a beaucoup d'écrans, on a beaucoup de tableaux, on a beaucoup de télés chez Aramis dans les services data et IT. Et en fait, en temps réel, on affiche sur ces dashboards-là sur les télés, ce qui nous permet de se rendre compte quand
quand on est devant, en fait, s'il y a une alerte, parce que s'il y a trop d'invocations des fonctions, si les fonctions commencent à mettre plus de temps que d'habitude, on a directement des alertes. Et donc là, du coup, ça nous permet de suivre toute cette partie-là et d'avoir un temps de réponse qui est inférieur à 100 millisecondes qui sont dans les standards du marché sur une API. Merci Fabrice pour cette présentation du produit ranking des offres, très intéressante. On arrive à la fin de cette présentation. Pour conclure un petit résumé, c'est que chez Aramis Auto, ils ont une approche qui est vraiment assez innovante. Je viens de découvrir le temps qui reste. Qui est assez innovante et pragmatique, avec des sujets qui sont vraiment, enfin moi que j'ai vraiment découvert chez eux, avec des sujets qui sont vraiment orientés client. Tous les sujets qui sont lancés sont à vocation pour améliorer l'expérience client. On a vraiment ça en tête quand on développe quelque chose. On a vu du coup via ces deux produits qu'on a des impacts directs sur la vie du client chez Aramis Auto. Donc sur les Kanban, ça permet d'avoir une réactivité accrue pour éviter les trous d'offres et toujours avoir une diversification et être réactif par rapport à ça. Sur le ranking, du coup, on a une augmentation des demandes satisfaites. Quand quelqu'un fait une recherche, il va plus facilement tomber sur quelque chose qui l'intéresse vraiment. Et on a des produits data du coup qui sont conçus pour intégrer vraiment le quotidien des utilisateurs. On a conçu ces produits-là avec eux et du coup ça permet une adoption vraiment immédiate, quelque chose qui s'inscrive tout de suite et sur lequel on peut évaluer tout de suite les apports de ce produit-là. D'un autre côté, on est aussi, c'est aussi très vertueux d'un point de vue des équipes parce qu'on gagne, on a beaucoup gagné en délivrabilité finalement en apportant toujours de nouvelles choses, de nouveaux challenges sur les produits qui existent avec les retours qu'on a. Et du coup, c'est vrai que par rapport à des projets de machine learning, de data science qui peuvent exister, sur lesquels on peut avoir des mises en production prévues à horizon quelques mois, quelques semaines, quelques mois, ici, en fait, on a vraiment de la valeur apportée chaque semaine. En tout cas, c'est l'idée, c'est la théorie du truc. Et du coup, une approche vertueuse pour les équipes parce qu'il y a un vrai focus qui est fait sur le teamwork. Le fait d'avoir une équipe qui soit là dès le démarrage des projets, dès la partie discover des équipes, des métiers, de la vie des clients, ça génère vraiment un engagement des collaborateurs, des gens qui se posent les questions. On n'est pas dans un modèle où c'est le dirigeant qui va décider tiens, il faut absolument qu'on aille là-dessus parce que c'est important. C'est les équipes qui vont identifier ces opportunités d'amélioration. Et donc c'est eux qui apprennent sur les problèmes. C'est vraiment centré sur l'apprentissage de ces problèmes. Voilà pour nous. Pour finir, un petit adage qui existe, qui est très utilisé chez Aramis Auto. Process is a problem, people is the solution. Faites-vous confiance. C'est en apprenant des problèmes qu'on va vers le mieux, qu'on découvre de nouveaux usages et qu'on fait de beaux produits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'on arrive bientôt à la fin. Rendez-vous au stand Avisia. Nous, on est proche de l'escalator. N'hésitez pas à venir. Je pense que Fabrice sera un petit peu avec nous sur le stand si vous voulez approfondir ces sujets-là ou vous parler d'autres. Vous avez peut-être des questions maintenant, sinon. Merci à vous en tout cas.